Bonsoir les amis. Wolinski disait « On vit une époque formidable ». On ne peut pas tout à fait dire la même chose, mais pour le moins, on vit une époque innovante. Nous avons été rétrécis, raccourcis, ratiboisés, confinés, voilà c'est ça, c'est le mot, confinés, et nous sommes au bout d'une longe qui ne mesure pas plus d'1 kilomètre de long, et malgré cela, eh bien, grâce à ça peut-être, l'imagination, semble-t-il, a repris le dessus. Tout le monde y va de sa chanson, de son sketch, de sa musique, de sa cabane dans les bois, de sa danse, de salon, de cuisine et de salle de bain. Et ma foi, c'est assez réjouissant. Alors, la radio étant fermée, nous ne pouvons plus enregistrer d'émissions. Je me suis dit que peut-être nous pourrions tout simplement lire un texte en avant-première, un petit peu comme une mise en bouche de la prochaine émission de Morceaux Choisis Tonight. L'auteur, Umberto Eco, avec un ouvrage paru chez Grasset en 1998, Comment voyager avec un saumon. Ça paraissait tellement évident, on peut plus, nous ne voyageons plus, nous nous déplaçons avec une attestation. En 97, Umberto Eco, lui, il écrivait Comment voyager avec un saumon. C'est quand même, c'est pour dire, 23 ans plus tard, il s'est passé des choses. Et donc, voilà. Évidemment, vous n'aurez pas la présentation de Umberto Eco et de Comment voyager avec un saumon, puis de Francis. C'est un vrai plaisir quand Francis il fait une présentation, c'est un vrai régal. Moi, je suis là, je suis au spectacle. Mais non, il n'est pas là, mais ce sera pour la prochaine fois. Alors, j'ai décidé de prendre un texte qui me paraît aussi très adapté, parce que l'époque est un peu anxiogène. 22 000 morts, 24 000 morts, 26 000 morts, 50 000 morts, tous les jours. Il y en a eu 2 de plus hier, il y en a eu 500 de plus avant-hier. Et oui, mais ça descend un peu. Bon, moi, j'ai arrêté ça. Alors je me suis dit, dans ce Comment voyager avec un saumon, il y a un texte qui me paraît tout à fait intéressant, qui s'appelle Comment se préparer sereinement à la mort. Voilà, comment se préparer sereinement à la mort. Je ne suis pas sûr de me montrer d'une grande originalité en affirmant que je vais supprimer la musique. Je ne suis pas sûr de me montrer d'une grande originalité en affirmant que l'un des problèmes majeurs de l'homme consiste à affronter la mort. Si la question est difficile pour les mécréants, comment faire face au néant qui les attend, les statistiques prouvent qu'elle embarrasse également beaucoup de croyants. Leur certitude d'une vie après la mort ne les empêche pas de trouver que la vie avant la mort est bien agréable et qu'il est détestable de l'abandonner. Aussi désirent-ils, de toute leur âme, rejoindre le cœur des anges, mais le plus tard possible. Que signifie être pour la mort ? Telle est l'évidente question soulevée ici. La poser, c'est reconnaître tout bonnement que les hommes sont mortels. Facile à dire, tant qu'il s'agit de Socrate. Mais dès que ça nous concerne, c'est une autre paire de manches. Le moment le plus difficile sera celui où nous saurons que, pour un instant encore, nous sommes là et que, l'instant d'après, nous n'y serons plus. Récemment, un disciple soucieux, un certain Criton, m'a demandé « Maître, comment bien se préparer à la mort ?» Une seule solution, être convaincu que tous les gens sont des couillons, ai-je répondu. Devant la stupeur de Criton, je me suis expliqué. Vois-tu, comment peux-tu marcher à la mort
même en étant croyant, si tu songes qu'au moment où toi tu passes de vie à trépas, de beaux et désirables jeunes gens des deux sexes dansent en boîte et s'amusent follement. Des scientifiques éclairés percent les derniers mystères du cosmos. Des politiciens incorruptibles s'emploient à créer une société meilleure. Des journaux et des télévisions ont pour seul but de donner des informations dignes d'intérêt. Des directeurs d'entreprises responsables s'ingénient à ne pas polluer l'environnement et à nous redonner une nature faite de ruisseaux potables, de montagnes boisées, de cieux purs et sereins protégés par un ozone providentiel, de nuages moelleux distillant les douces pluies d'antan. Si tu te dis que toutes ces choses merveilleuses se produisent tandis que toi tu t'en vas, cela te serait proprement insupportable, n'est-ce pas? Mais essaie un instant de penser qu'à l'instant où tu sens que tu vas quitter cette vallée, tu as la certitude inébranlable que le monde, 5 milliards d'êtres humains, est rempli de couillons. Des couillons, les scientifiques qui croient avoir résolu les mystères du cosmos. Des couillons, les politiciens qui proposent une panacée pour tous nos maux. Des couillons, les pisseurs de copies qui remplissent nos journaux d'ineptes et vains potins. Des couillons, les industriels malpropres qui détruisent la planète. En cet heureux moment, ne serais-tu pas soulagé, satisfait d'abandonner cette vallée de couillons? Criton m'a alors demandé: Maître, quand dois-je me mettre à penser ainsi? Pas trop tôt, lui ai-je répondu, car penser à 20 ou 30 ans que tous les gens sont des couillons, c'est être un couillon qui n'accédera jamais à la sagesse. Il faut y aller mollo, commencer en se disant que tous les autres sont meilleurs que nous, puis évoluer peu à peu, avoir les premiers légers doutes vers la quarantaine, réviser son jugement entre 50 et 60 ans et atteindre à la certitude alors qu'on va sur ses 100 ans, mais en se tenant prêt à partir, tous ces comptes à jour, des réceptions de la convocation. Seulement voilà, acquérir la certitude que 5 milliards d'individus autour de nous sont des couillons est le fruit d'un art subtil et avisé qui n'est pas à la portée du premier cébès venu avec son anneau à l'oreille ou dans le nez. Cela requiert du talent et de la sueur. Il ne faut pas brusquer les choses. Il faut y arriver doucement, juste à temps pour mourir sereinement. Mais la veille, on doit encore penser qu'il existe un être aimé et admiré de tous, de nous, qui lui n'est pas un couillon. La sagesse sera de reconnaître au bon moment, pas avant, que lui aussi est un couillon. Alors seulement on pourra mourir. Donc, le grand art consiste à étudier petit à petit la pensée universelle, à scruter l'évolution des mœurs, à analyser jour après jour les médias, les affirmations d'artistes sur deux, les apophthegmes de politiciens en roue libre, les démonstrations de critiques apocalyptiques, les aphorismes de héros charismatiques en étudiant leurs théories, propositions, appels, images, apparitions. Alors seulement, à la fin, tu auras cette bouleversante révélation. Ce sont tous des couillons et tu seras prêt à rencontrer la mort. Jusqu'au bout, il te faudra résister à cette insoutenable révélation. Tu devras t'obstiner à penser qu'on profère des choses sensées, que tel livre est meilleur que les autres, que tel guide du peuple veut vraiment le bien commun. C'est le propre de notre espèce, c'est naturel. C'est humain de refuser de croire que les autres sont indistinctement des couillons. Sinon, en quoi la vie vaudrait-elle d'être vécue? Mais à la fin, quand tu sauras, alors tu auras compris en quoi cela vaut la peine, en quoi c'est splendide même de mourir. Criton m'a regardé et m'a dit « Maître, je ne voudrais pas prendre de décision hâtive, mais je vous soupçonne d'être un couillon. » Là, tu vois, et j'ai répondu « Tu es déjà sur la bonne voie. » Voilà, c'est un petit texte sympathique. Évidemment, Francis serait là de nouveau, il aurait des commentaires à faire. Eh oui, mais il n'est pas là. Alors, je vous annonce, je remets un peu la musique en attendant, je vous annonce que nous allons mettre en place une autre émission qui touchera le plus grand nombre, entre 4 et 5 milliards d'individus,
puisque quand j'aurai réglé les problèmes techniques, eh bien, nous sortirons une émission qui s'appellera la compile du confiné. Et oui, voilà, ça arrive vers la fin. Et, bon courage à tout le monde et à la prochaine avec Jackie Terrasson.